Merci. Oui, alors monsieur, à toi. Je disais oui, glacé parce que l'exposé de Filippo Pourri était assez édifiant. Se demander, mais 30, 40 000 morts sont dénombrés, les disparus, les évaporés, comme on dit quelquefois. C'est quelque chose de complètement saisissant. Et moi, j'aimerais d'abord, la plupart des gens étaient là, qui sont dans l'Assemblée, ont suivi la plupart des conférences, donc je vais, si vous le voulez bien, me contenter de présenter nos autres invités qui sont là aujourd'hui pour participer à cette table ronde, à commencer par Brigitte Crottin. Madame Crottin est médecin, mais surtout aussi conseillère nationale socialiste vaudoise, et une représentante du Parlement. On vient d'avoir nos élections fédérales. La migration a été un argument électoral d'un des partis qui a eu beaucoup de succès dans cette dernière élection. Ce sera l'occasion aussi de voir peut-être avec vous aussi le contexte dans le cadre du Parlement sur toutes les questions qui ont été abordées aujourd'hui. Monsieur Pierre Bullière, professeur émérite de théologie, qui est aussi un sympathisant de SOS Méditerranée, très engagé sur les questions d'éthique, nous le verrons dans un instant. Et puis Olivier Agon, membre de SOS Méditerranée aussi, je crois que c'est à ce titre-là que vous venez nous rejoindre, mais vous êtes aussi directeur médical du corps d'aide suisse humanitaire. Vous êtes confronté à des situations dont on a parlé aujourd'hui. Moi, je retiens tellement de choses de ces discussions que l'idée, ce sera de faire venir nos intervenants sur les thèmes qu'ils jugent les plus appropriés, mais surtout aussi de vous laisser la parole pour que vous puissiez venir sur les questions qui vous intéressent le plus. Moi, j'ai juste envie de venir sur un ou deux points à souligner. D'abord, c'est que je sais bien que l'histoire nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire, et c'est assez éloquent dans ce qu'on vient de voir, parce que oui, on a vu que les crises migratoires... Les grandes crises migratoires sont peut-être sensiblement en baisse, contrairement au profit de l'immigration choisie, filtrée, au profit de certains entiers, au détriment de toutes ces contrées qui se voient piller certains talents. Mais les effets des migrations, dans une statistique que j'ai vue et qui est assez globale, alors évidemment, on devrait remettre tout ça dans son contexte, mais en 2015... les migrants représentaient à peu près 3,3% de la population mondiale, mais ils contribuaient à plus de 9% du PIB mondial. Et on pense toujours que cet étranger qui vient bouffer le pain des Français, le pain des Suisses, le pain des Européens, est a priori un parasite, avoir toutes ces protections qui sont mises en place. Et puis, il observait aussi dans les statistiques que les migrants, en général, payent plus d'impôts, de taxes, etc., qu'ils ne touchent d'aides sociales et autres. Donc ils contribuent singulièrement et de façon importante à l'essor des pays d'accueil. Ce n'est pas tellement l'image qui est véhiculée. Hein. Le point des mots, Alice l'a souligné quelques fois, est assez terrible. On a parlé aussi de fantasmes, de schizophrénie. Je veux dire, la migration est sans doute aussi un domaine de la psychiatrie à ce stade-là. Moi, j'aimerais venir aussi sur, des fois, la dimension de l'accueil, de l'état d'esprit de l'opinion publique dans nos pays où on a vu des éléments de xénophobie interviennent dans ce débat-là. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un argument électoraliste. Ça l'est dans certains partis européens. Et j'aimerais m'adresser à M. Buller sur l'appel à nos consciences que tous ces problèmes peuvent évoquer. Et il y a des gens alors il y a des tas de formes d'engagement, mais y compris une certaine désobéissance civile parfois quand il faut assurer une protection à quelqu'un, même contre la loi du lieu où on habite, et je crois que vous êtes déjà exprimé là-dessus. Dans quelle mesure, pour vous, est-ce que cette limite est parfois atteinte et il faut intervenir et il faut offrir la protection, par exemple, abriter un clandestin qui aurait été renvoyé chez nous? Oui, merci bien. Oui. Merci. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu. Alors, je suis un peu ici parce que j'ai un accent sur le thème de l'éthique. Et je pense qu'effectivement, il y a un problème d'éthique qui se pose fondamentalement
par rapport à la réaction des gens. On parle beaucoup de la xénophobie, mais on oublie aussi que dans la population suisse, il y a aussi énormément d'aptitude à l'accueil. Je rappelle ici simplement l'alliance des villes et communes qui se sont déclarées prêtes à accueillir dès que la Confédération donnerait le feu vert. Par exemple, la ville de Berne a déjà dit qu'elle est prête à accueillir 1000 personnes dès que la Confédération donne le feu vert. Donc il y a une aptitude à l'accueil qui est là et qu'on néglige souvent quand on est dans les débats politiques avec la xénophobie, la haine, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où il y a une limite qui est atteinte, qui fait qu'on peut imaginer, alors ça a été le cas par exemple dans des églises qui ont décidé de créer un asile dans l'église pour protéger des personnes qui étaient menacées de renvoi et qui étaient dans des conditions très difficiles de santé ou des familles, des femmes enceintes. Et donc l'église, en somme, une paroisse décide d'entrer dans une situation de désobéissance civile pour marquer le problème de l'état de droit qui ne respecte pas ses principes. Donc Madame Amarelle a parlé de l'état de droit ce matin comme un enjeu décisif. Je pense qu'une désobéissance civile veut marquer que l'état de droit devrait mieux respecter les principes qu'il s'est donnés. Alors on a entendu la citation de la schizophrénie qui fait qu'on soutient moralement les principes d'accueil, mais en même temps on essaye de faire tout le possible pour que les gens n'arrivent pas. Alors je pense que là il y a on pourrait dire un sursaut éthique qui doit se faire par moment parce que ça ne va plus avec cet état de droit qui ne respecte plus sa légalité. J'ai la question à Mme Crottin. Comment est-ce que dans le cadre politique, vous ressentez, évidemment les opinions sont très diverses, mais comment se mouvoir dans ces questions-là? J'entends la désobéissance civile, évidemment, c'est une infraction à certaines lois. Vous êtes dans le cadre législatif, vous participez à l'élaboration de ces lois. Comment vous recevez ce que Pierre Blair vient d'exprimer? Merci. Ce n'est pas une question des plus faciles à aborder. Effectivement, en tant qu'être humain, on voit bien qu'on souhaiterait beaucoup plus de tolérance, d'accueil et pourquoi pas de désobéissance civile. Maintenant, je pense que ce serait plutôt nos lois qui devraient changer et dans ce sens-là, essayer d'adoucir tout ce qui a été durci, comme cela a été mentionné auparavant, toutes ces lois sur l'accueil qui ont été durcies tous les 5 ans environ. Vous le savez, ça ne va pas être facile vu que l'élection du nouveau Parlement n'a pas permis de changer les forces, voire même renforcer les forces xénophobes de ce Parlement. Et puis, on a beaucoup de peine à faire avancer des dossiers. J'entendais monsieur qui disait, quel que soit le bord politique qu'on est, on est coupable. Mais c'est vrai qu'on se sent souvent extrêmement impuissant puisque quand on n'a pas de majorité, on ne peut pas faire vraiment avancer les choses. Moi, j'ai quand même eu l'impression que la crise ukrainienne allait faire évoluer un petit peu les mentalités, même au Parlement, puisque là, finalement, il n'y a pas tellement eu de rejet. Ça a été étonnant, on a accepté sans que ça devienne un thème récurrent. Alors probablement que c'est quand même la proximité culturelle, le fait que ce soit une démocratie qui a été attaquée et qu'on se sent les mêmes valeurs qu'on est prêt à défendre. Mais on a vu, et ça je rebondis sur ce que vous disiez, la capacité d'accueil de la population suisse, si on lui demandait, et je crois qu'il y en a beaucoup qui seraient d'accord d'accueillir d'autres réfugiés de la même façon qu'ils ont accueilli les Ukrainiens, sauf que ces gens n'ont pas le statut S, ils ont justement ces statuts soit lors de demandeurs d'asile, soit ces admissions provisoires dont vous parliez tout à l'heure, qui sont peut-être le plus terrible, parce que c'est des gens qui ont finalement très très peu de chances de pouvoir rentrer chez eux un jour, parce que la guerre s'éternise, ils restent là 7, 8, 9 ans, ils n'ont jamais de statut qui se clarifie. Psychologiquement, c'est des gens dans une grande détresse, parce qu'ils peuvent vraiment quasiment pas se développer, ils travaillent, mais ils ne peuvent pas tellement trouver une stabilité. Puis du jour au lendemain, on va venir les chercher à la maison et les expulser, parce qu'on estime qu'ils peuvent rentrer dans leur pays. Donc
oui, j'aimerais beaucoup que cette façon de traiter la population immigrée change, mais je suis malheureusement pas toute seule. Olivier Hagon, on l'a vu, hein, aujourd'hui, il y a parfois tous ces dilemmes, pour ne pas parler de conflit, enfin, on est même au-delà du conflit de conscience. Nago citait, par exemple, l'exemple au Rwanda où les humanitaires venaient à soigner des génocidaires. Fallait-il le faire Vous, avec SOS Méditerranée, par exemple, et on parlait de désobéissance civile, on entendait aussi les politiques de dissuasion via des artifices, dont on fait parcourir des centaines de kilomètres en bateau pour l'éloigner de la zone d'intervention. Comment vous voyez les choses et jusqu'où est-ce que votre conscience vous pousse à agir, si ça se trouve, dans ce contexte-là? Je crois tout d'abord, SOS Méditerranée est une ONG qui s'occupe de faire du sauvetage en mer. Ce n'est pas une organisation qui va régler la problématique de la migration. Elle s'occupe de sauver des vies de gens qui sont en train de mourir, qui, pour moi, fait partie au minimum d'une humanité essentielle. La deuxième chose, c'est que SOS Méditerranée est aussi très concernée pour respecter et faire appliquer le droit maritime, les conventions SOLAS, les conventions recherche et sauvetage, parce qu'en fait, pour moi, recherche et sauvetage, en faisant appel à mon autre étiquette, c'était plutôt dans le domaine des décombres en cas de tremblement de terre, mais en fait, dans le recherche et sauvetage, ça, bien sûr, ça fait référence à ce qui se passe en mer. Et donc, ils sont très, très préoccupés de respecter les lois, et que même en voulant respecter les lois, et souvent même au-delà des lois, ils sont, comme ça a été mentionné dans votre exposé, ils sont embêtés, ennuyés par des tracasseries administratives sans queue ni tête, qui coûtent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de francs, et qui surtout les empêchent d'être présents sur les zones où ils sont nécessaires. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire. Et il faut se rendre compte aussi que, notamment le décret qui avait été promulgué par Mme Meloni pour en fait dire qu'après chaque sauvetage, vous devez immédiatement informer les autorités et qu'ensuite vous avez un port de débarquement, ce qu'on appelle un port of safety en anglais, qui vous est attribué et qui bien sûr est le plus lointain possible. Juste, si on prend jusqu'en 2023, ça a coûté 550 000 € supplémentaires et ça a généré 55 jours de navigation supplémentaires. Donc 55 jours où SOS Méditerranée, Ocean Viking n'était pas sur zone. Alors moi, je vais encore vous rajouter quelque chose, c'est que au-delà de mon côté humanitaire et de mon activité humanitaire, je suis aussi marin. Je navigue, je suis aussi skipper. Et en fait, j'avais rencontré Caroline Aboussada, qui malheureusement, la présidente de SOS Suisse, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Et on avait, dans le cadre de l'enseignement universitaire humanitaire pour les étudiants en médecine à Genève, nous l'avions invité pour lui permettre de présenter l'activité d'SOS Méditerranée. Et j'ai toujours trouvé cette action absolument exceptionnelle, extraordinaire, pour en fait vraiment sauver des vies. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé naviguer dans les Canaries. Et puis, comme vous l'avez montré sur la carte, dans la Canarie, vous entendez de temps en temps ce qu'on appelle en langage radio le pan-pan, qui est en fait un appel à l'aide, ou alors le Mayday, Mayday, qui vient du français, hein, venez m'aider, Mayday, 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 qui sont un appel de détresse. Puis je me suis dit, mais moi, en tant que skipper, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je m'arrête ? Est-ce que je fais un Mayday relais, en d'autres termes ? Est-ce que je relais l'information auprès des autorités de recherche et sauvetage ? Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment voulu m'investir un petit peu plus dans SOS Méditerranée. J'ai l'honneur d'avoir été admis dans le board depuis cette année-ci. Et je crois que c'est vraiment important de faire du plaidoyer pour cette action, parce que on discutait des personnes sauvées, mais si je prends les chiffres de cette année-ci, en fait, en 2023, SOS Méditerranée a sauvé plus de 1800 personnes depuis 2023. Et depuis le début de la création de SOS, ils ont sauvé un tout petit peu moins de 40 000 personnes. 40 000 personnes qui ont été sauvées d'un péril en mer. Donc je crois qu'on a vraiment une ONG qui, d'abord, reste dans son domaine de compétences, qui respecte les lois,
et qui amène vraiment une action efficace et qui sauve des vies au sens premier du terme. Et l'autre chose qui est aussi très importante, bien consciente que la problématique recherche et sauvetage n'est qu'une petite partie du problème, elle a établi un partenariat avec la Fédération des Croix-Rouges, des Croissants-Rouges, qui est présente sur le bateau, sur Ocean Viking. J'étais sur Ocean Viking au début pendant 2 semaines au mois de février, au mois d'août cette année-ci. Et en fait, la Fédération Croix-Rouge, Croissant-Rouge est présente en Libye et d'autres endroits pour le côté avant. Elle est présente pour le côté pendant sur le bateau et elle est également présente sur le côté après. Donc ça permet, au travers de ce partenariat, d'adresser une problématique plus large que uniquement la problématique recherche et sauvetage. Si quelqu'un veut intervenir sur... puis vous gênez pas. Sinon, moi, j'adresse une question aussi à Alice. Vous étiez vous disiez, les camps sahraouis qui sont en perdition. Personne vient les sauver, si ça se trouve. Évidemment, il n'y a pas un bateau qui va... Dans ce que vous nous avez expliqué ce matin, je me disais, mais il y a un côté militant et qu'est-ce qui nourrit votre militantisme? Une double question un peu, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, notamment en tant que chercheur, et ensuite, qu'est-ce que c'est que ces camps, ces lieux de longue durée, ces exils infinis, qu'on peut qualifier ainsi. Ce qui nourrit le militantisme, c'est, pour ma part, de parler des gens dont on ne parle jamais, qui sont extrêmement nombreux. On le voit, j'ai parlé dans mon intervention des questions de médiatisation, et effectivement, dès que c'est médiatisé, et on l'a vu avec l'accueil des Ukrainiens, c'était un peu nos semblables, ça a surpris toute l'Europe, il y avait la guerre à côté de l'Europe, et il y a eu beaucoup de portes ouvertes de ces Ukrainiens, avec, parfois je l'ai dit maladroitement ce matin, mais on a fait des dérogations pour les Ukrainiens qu'on ne fait pas pour d'autres populations, ou alors on a utilisé les mêmes textes pour accueillir des Ukrainiens, mêmes textes qu'on utilise pour rejeter d'autres populations. Donc les Ukrainiens ont eu ce coup de projecteur, tant mieux pour eux. Alors je fais une petite parenthèse sur l'accueil, on est en train de faire des mémoires actuellement qui nous permettent de rendre compte que les familles qui ont accueilli les Ukrainiens, ça se passe finalement pas très bien, parce que justement au bout d'un moment ils restent, et qu'il y a un choc culturel, et qu'on ne se fait pas tout à fait à l'autre. Donc c'est le contrebalancement de la solidarité. Le fait de parler de ceux dont personne ne parle, je pense que ça pousse beaucoup de militants, ça pousse aussi beaucoup de chercheurs. On l'a vu avec Filippo, on l'a vu avec Karolina Beninski, etc., qui sont des chercheurs qui travaillent sur les questions des morts aux frontières, qui sont ces morts, etc. Il y a des choses qui se mettent en place aujourd'hui. Donc c'est un engagement, effectivement, je dirais, plus humaniste que militant. Et en parler par le biais de la recherche, ça permet de pointer des désaccords et des dysfonctionnements, qui sont notamment les dysfonctionnements d'un État souverain sur le pays qui cause la guerre et qui accueille ou non l'aide humanitaire, les dysfonctionnements d'un État de droit sur le pays qui reçoit ces personnes, les dysfonctionnements de la loi du déplacement international, parce que je vous rappelle que parmi les premiers, dans la droit de l'homme, les premiers articles, c'est vous avez le droit de circuler librement à travers le monde. Alors tout le monde bafoue le droit international, y compris ce premier, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc le fait de pouvoir l'argumenter par le biais de la recherche est un moyen de porter ce militantisme en ayant des arguments qui me permet aussi d'être qualifiée comme pas une militante. aux yeux de certains journalistes ou de certaines personnes, elle a un travail de recherche derrière, etc. Donc peut-être de donner plus de légitimité, même si ceux qui sont sur le terrain, pour moi, ont plus de légitimité. Un tout petit point sur la question des camps sahraouis et ces personnes en perdition et qui sont dans des exils suspendus, dans des temps d'attente. C'est justement ce que j'essayais d'argumenter ce matin, c'est que ce temps d'attente est entretenu par le dispositif humanitaire aujourd'hui. Et que donc là se pose la véritable question, qu'est-ce qu'on fait? On continue, en sachant que ces personnes sont dans un non, parfois elles n'ont même pas de papier, parfois elles n'ont pas d'existence, parfois elles ne sont pas sur les cartes, et parfois ça dure en moyenne 17 ans, ce qui veut dire 30-40 ans. Donc est-ce qu'on continue comme ça, ou est-ce qu'il faut des positionnements de la part humanitaire, je ne sais pas lesquels, et politiques, pour dire on arrête, on fait différemment? Oui, Pierre Millet. Puisqu'il est question de parler au nom de ceux qui sont les sans-voix, j'aimerais mentionner, parce qu'on a vu la liste de United Amsterdam, une ONG qui établit depuis 1993 la liste des personnes mortes et disparues.
Alors nous avons depuis quelques années dans 10 villes suisses et maintenant 8 villes allemandes une action toujours pour la journée des réfugiés où nous lisons et où nous écrivons les noms de toutes les personnes mortes et disparues. Alors Neuchâtel participe aussi, donc on fait une action de lecture. Dans certaines villes, c'est pendant 24 heures. On lit toute cette liste des personnes disparues et mortes. Et je crois que c'est une manière de faire un deuil, mais aussi de protester contre le fait que la politique européenne ne fait rien contre cet immense nombre. Donc on est actuellement en juin 2023, c'est 54 000 personnes depuis 1993 sur cette liste. Et donc ça crée une dynamique quand même de deuil, mais aussi de réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et ça, je pense que c'est peut-être un point sur lequel on devrait revenir. Est-ce qu'il y a des alternatives à la politique européenne actuelle ? Quelles actions sont menées? Est-ce que vous pouvez aller plus loin en exerçant une sorte de pression, un lobbying auprès des politiques dans les pays européens? Alors, il y a des actions. Par exemple, celui qui est responsable de cette ONG d'Amsterdam a imprimé cette liste sur des grandes feuilles et les a déposées dans les couloirs du Parlement à Strasbourg. Et les parlementaires devaient passer par-dessus la liste, marcher sur la liste pour aller prendre leur place. Donc ça, c'est une action de protestation. Mais je pense aussi que, pour prendre un autre exemple, on a mentionné le naufrage près de Lampedusa du 3 octobre 2013. C'est les églises et ONG italiennes ont fêté cette année, enfin commémoré cette année les 10 ans de ce naufrage parce que ça les a amenés à développer la possibilité de faire des couloirs humanitaires. Et les couloirs humanitaires qui se font maintenant en Italie, mais aussi en France et en Belgique, c'est un essai d'une alternative, c'est-à-dire d'offrir une voie de fuite sécurisée en allant chercher des personnes particulièrement vulnérables dans les camps, par exemple du Liban, et de leur donner la possibilité de venir en Europe sur une voie de fuite sécurisée au lieu de devoir traverser la Méditerranée. Donc la possibilité d'un engagement des églises et des ONG pour des couloirs humanitaires, je pense que c'est une alternative importante à une politique migratoire qui n'est que de sécurité et qui n'est que de militarisation. Oui, je vais prendre mon autre rôle par rapport à ce que tu viens de dire, Pierre. L'importance du mémorial, l'importance de mettre des noms sur les gens, n'importe quoi, c'est un côté spécialiste en soins palliatifs, et puis même l'importance d'avoir un rituel. On avait organisé avec François Robert, qui était médecin cantonal, après le Covid, on a fait une cérémonie à la chute de fond pour tous les gens qui n'avaient pas pu participer on ne sait pas où on allait, finalement dit qu'on a fait les deux et on ne sait pas comment ça a été pris. Le théâtre était plat et on a eu beaucoup de retours de gens qui disaient je n'ai pas pu accompagner mon mari qui était dans un MS et que je suis arrivé, il était dans sa poubelle, enfin excusez-moi, mais c'était ça. Et donc c'est extrêmement important. Et je reviens là-dessus parce que pour revenir sur Casa, il y a vous savez, le nombre de morts, on commence à faire cette comptabilité macabre. Il y a plein de gens qui sont soumis des comptes qu'on ne retrouvera jamais non plus, des enfants, et donc tous les parents que j'ai connus dans le service de soins palliatifs pédiatriques, c'est terrible. Le fils qui a disparu, le fils qui est parti en mer, qui n'est jamais revenu, il y a toujours cet espoir que finalement il n'est pas totalement décédé. Rappelle-toi ton collègue italien Vidal, qui a sauté sur les mines de la guerre des Balkans. On a eu des mois et des mois avant de faire une cérémonie, parce que sa maman disait non, il est dans un hôpital, il ne peut pas, on va ramener, tout ça, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un mélange, je pense, une illusion, c'est que les humanitaires aient du pouvoir. Ça, il faut arrêter avec ça. D'ailleurs, malheureusement, les journalistes, je ne suis pas gentil avec François, excuse-moi, mais quand je vois ce qui se passe actuellement à la télé par rapport à la Palestine, il n'arrête pas de nous
politiciens qui disent on va faire pression, cessez le feu, ça. Nous, on n'a pas de service après-vente de Netanyahou, enfin, je m'excuse. Et là, c'est là que. Alors, il y a des humanitaires qui se prennent pour des politiques et qui pensent qu'ils vont changer le monde, mais c'est une erreur. Et en général, on interroge, comme je vous dis, les humanitaires dans des situations où on attend les politiques en première ligne. Et c'est ça le hiatus que je voulais juste souligner, parce que c'est extrêmement important. Et je pose une question extrêmement provocante. Certains auraient pu dire que finalement, SOS Méditerranée, il provoque le départ des gens d'Afrique, parce que de toute façon, il y aura un bateau qui va venir les chercher. Nago, merci beaucoup pour la question, parce qu'en fait, la réponse est d'une simplicité étonnante. Il y a de très nombreuses études scientifiques, une des dernières étant parue dans un petit journal qui s'appelle Nature. Je pense que personne ne contestera le côté scientifique de ça, qui prouve et qui démontre clairement que cet effet qu'on appelle drop-over, d'appel d'air, oui, n'existe absolument pas. Donc ça, c'est absolument évident. Mais ce que je voulais juste dire, c'était SOS Méditerranée, comme je le disais, est très concerné pour le fait d'appliquer le droit. Mais en fait, quand on n'est pas dans ce domaine spécifique, on a le sentiment que le droit est quelque chose de relativement rigide. Et puis que quand il y a des lois, elles doivent être respectées. Puis quand on voit le droit international humanitaire, tu faisais référence à Gaza, on peut encore parler à d'autres conflits, on voit combien de fois ce droit est bafoué. Et comme vous l'avez dit, les coups de feu qui sont tirés lorsqu'on est en train de faire des opérations de recherche et sauvetage, ou que les gardes-côtes libyens font des manœuvres pour créer des grosses vagues, pour en fait faire chavirer les bateaux, on se demande par moment où est le droit. Et c'est là qu'à ce moment-là, peut-être l'humanité de l'être humain au sens noble du terme doit vraiment prendre le dessus, mais en ayant une assise malgré tout fondée sur des droits législatifs. Filippo, mais je voulais vous adresser la question pour aller plus loin aussi. L'appel d'air, c'est aussi un argument qui est utilisé dans le cadre des politiques migratoires. Peut-être que aussi Robin pourrait répondre à cette question-là. Mais je ne sais pas si ça vous inspire aussi quelque chose, cet argument de l'appel d'air. Si vous n'êtes pas suffisamment restrictif, la porte est grande ouverte, tout le monde va s'engouffrer. Dans vos observations, ça ne se vérifie pas non plus. Oui. Non, mais ça a été déjà dit. Il y a des démonstrations scientifiques qui disent que c'est pas vrai. C'est pas du tout concret. Je veux dire, on a déjà démontré. Notamment, on a vu que les personnes vont continuer à bouger. Les conditions de mobilité deviennent de plus en plus difficiles. Les personnes vont de toute façon trouver d'autres voies, trouver d'autres routes. Je veux dire, c'est une excuse pour moi, et je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de ça. C'est vraiment une excuse. La réalité, c'est que que la mobilité humaine est un facteur historique, etc. Donc il faut l'affronter autrement, quoi. Il faut la repenser autrement. Il ne faut pas se barricader derrière des appels identitaires, des menaces. Je veux dire, au niveau sanitaire, à un moment donné, les Italiens, je ne sais pas si c'était un peu partout en Europe, mais en Italie, on a justifié des bateaux quarantaine, même quand l'urgence Covid était terminée, pour créer des espaces de rétention en mer pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, les réfugiés, les exilés, on les appelle comme on veut, en disant que c'était eux qui ramenaient le Covid. Alors que statistiquement, on avait vu que le Covid ne venait pas de là pour tout un tas de raisons, y compris que les personnes atteintes par le Covid étaient plus âgées, et normalement les personnes qui, dans des pays de départ, meurent avant. Non, donc je veux dire, il y a toute une logique. Donc il y a une mystification de cette migration, et donc l'appel d'air et donc du rôle des bateaux de sauvetage, c'est totalement une construction, quoi. Donc je n'ai pas vraiment d'argument là-dessus. Non, moi je profite du micro pour revenir sur la question du droit et de la obéissance, désobéissance,
ce que je me dis, c'est intéressant de voir qu'il y a différents niveaux, et les églises, des différents, disons, familles, et les villes, et les acteurs de la société civile, et les ONG trouvent inventent aussi. Donc moi je pense que les droits on peut l'inventer, on peut les modifier, donc on ne doit pas se barricader derrière un droit construit, au contraire le droit c'est quelque chose qui est plastique, et donc on peut le faire évoluer. Et je reviens vers vous, vers la capacité de modifier. Effectivement, il faut une capacité politique. Mais il y a une palette de possibilités. C'est-à-dire il y a la désobéissance, qu'on peut assumer des fois. Il y a des personnes qui carrément assument la désobéissance. Il y a des stratégies. Et, vous parliez, moi j'ai travaillé beaucoup sur les villes refuges, les villes sanctuaires. Aux Pays-Bas, il y a une loi qui empêche à la police d'intervenir dans des lieux de culte pendant qu'il y a une célébration en cours. Et je ne me rappelle plus à quel moment, mais j'avais aimé cet détournement du droit. Un prêtre a tenu une célébration pendant 24 heures pour empêcher la police de venir, disons, saisir des personnes pour les expulser. Donc il y a aussi des possibilités de détourner les droits. La troisième chose que je voulais dire, et c'est par rapport à une ONG de sauvetage en mer qui est Méditerranée. On peut discuter sur certaines opérations de Méditerranée, etc. Mais à un moment donné, et je me réfère à une période antécédente aux dernières années, quand il y avait encore Alessandra Shurba, qui est une chère amie à moi, qui était, disons, derrière le travail, disons, politique, l'argument politique de Méditerranée. Et elle avait fait passer un message qui pour moi était très intelligent, c'est-à-dire que Méditerranée ne faisait pas de la désobéissance civile, mais elle faisait de l'obéissance civile. C'est-à-dire qu'elle revendiquait que c'était Méditerranée qui, en sauvant des vies, respectait les droits humains, les droits fondamentaux, les droits internationaux, et c'était les gouvernements italiens, notamment Salvini et compagnie, qui ne le faisaient pas. Donc il y a aussi cette capacité, possibilité de parler de droits et se référer aux droits de façon critique. Madame.
civile pour essayer de court-circuiter tous ces mécanismes qui sont d'une lenteur effrayante. Alors, je vais peut-être répondre d'une façon un petit peu détournée, parce que c'est vrai que quand Monsieur Humbert m'a demandé de venir aujourd'hui, il m'a parlé de coopération internationale comme sujet aussi du jour. Et on ne l'a pas encore abordé, donc c'est vrai que le sujet aujourd'hui, il est assez large. On parle de migration Méditerranée avec le gros problème que ça représente, mais il n'y a pas que ça. Dans le problème de migration, c'est d'abord quelles sont les causes de la migration, et c'est là que l'on pourrait essayer d'agir par la coopération internationale. C'est ce qu'essaye de faire la Suisse et bien d'autres pays, en mettant des moyens à disposition dans les pays qui le nécessitent pour des développements économiques meilleurs, augmenter les emplois, lutter contre le changement climatique. Mais tout ça demande énormément de moyens. L'ONU a demandé que chaque pays investisse au minimum 0,7% de son PIB dans cette coopération internationale. En Suisse, on arrivait péniblement à 0,4% l'année passée, et les restrictions budgétaires annoncées par la ministre des Finances font que ça va encore diminuer cette année à 0,36% du PIB. Alors que quand on nous parle de nécessité d'augmenter les capacités de l'armée suisse, on arrive très bien à imaginer 1% du PIB. Donc là aussi, toute cette volonté politique, elle est malheureusement freinée par les oppositions et par le fait que la majorité ne souhaite pas forcément agir sur les causes de la migration. Cette même majorité qui ensuite se plaint que des gens arrivent de pays étrangers simplement parce qu'ils ont des conditions de vie inhumaines. Donc on devrait pouvoir... vous avez dit liberté de voyager, je pense que c'est vrai, mais je crois que tout le monde ne vient pas par plaisir. Tout le monde ne quitte pas son pays par plaisir. En général, c'est simplement parce que les circonstances le poussent à partir de chez lui, parce qu'il n'a pas les moyens de survie. Et c'est ça qui devrait être, si possible, modifié par la politique, non pas seulement suisse, mais mondiale. Et aussi diminuer la faim, puisque c'est de nouveau une préoccupation majeure. La pauvreté qui a augmenté de façon massive après le Covid, alors qu'elle était en train de s'améliorer progressivement. Donc c'est vrai que beaucoup de défis, mais difficile de vous dire. Alors l'ingérence, comme vous dites, le droit d'ingérence, vous dites, je connaissais effectivement. Je ne sais pas si ça existe en Suisse. Ouais. Oui, Pierre Muller. Je me sens aussi un peu interpellé puisque la désobéissance civile, j'aimerais juste quand même préciser, moi je ne défends pas l'idée de la désobéissance civile comme une solution définitive à tous nos problèmes. C'est un témoignage, un moment donné où on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres possibilités de faire pression, de faire bouger les choses, et donc on fait une action, mais qui est forcément limitée, non violente, mais qui va marquer le désaccord du citoyen ou des citoyens avec ce qui est pratiqué par l'État. Donc, le principe d'une désobéissance, il est guidé par l'obéissance aux principes de droit, pour marquer que l'État devrait beaucoup plus respecter ces principes. Et ça signifie en somme qu'on va marquer un désaccord pour souligner qu'il faudrait que les choses changent du point de vue des lois, du point de vue des actions de l'État. Si je prends l'exemple du pacte qu'on a entendu présenter ce matin par Madame Amarel, moi je trouve d'un point de vue éthique affligeant, vraiment affligeant, que tout le pacte est en somme un pacte orienté essentiellement sur la sécurité. Sur la sécurité des frontières, on protège les frontières, on ne va pas protéger les personnes, on va protéger les frontières d'abord. Et ce qui m'a frappé ce matin, c'est l'absence totale dans ce pacte d'une réflexion sur les causes de fuite. Et quand on aborde la question de la migration, un des points importants, ça me semble être justement de réfléchir qu'est-ce qui provoque la migration et comment est-ce qu'on pourrait agir dans un pacte aussi sur une lutte contre les causes de la migration. Et ça, c'est totalement absent. Et ça, c'est ça que, par exemple, il faudrait reprendre plus en détail
du point de vue d'une réflexion plus éthique sur un pacte de la migration. Il est essentiellement orienté vers une militarisation, vers une sécurisation des frontières. Et ça ne va provoquer qu'un surplus d'insécurité. Parce que si on ne fait que de la sécurité, un jour, ça va exploser. Je ne pense pas qu'on puisse résoudre le problème. C'est joli, un théologien qui remet l'église au milieu du village. Olivier Agon. Je vais être un tout petit peu schizophrène, puisque, bien sûr, je représente SOS Méditerranée, mais mon activité principale, elle est surtout au niveau de l'aide humanitaire suisse. Et puis donc je ne peux que abonder dans le sens de Madame Crotat sur l'importance de pouvoir améliorer les conditions sur le terrain, sur place, sur les pays qui finalement laissent partir les gens. Mais je crois que souvent, il faut aussi, il y a une notion qu'il faut garder en tête, c'est qu'on parle toujours des humanitaires. Mais les humanitaires, ils doivent aussi travailler dans le développement. Et souvent, il y a cette vision en silo des développeurs et des humanitaires. Et puis maintenant, on parle de ce qu'on appelle le nexus. Puis quand on y inclut encore la composante sécuritaire, on parle du triple nexus, où on doit absolument avoir cette approche holistique pour non seulement agir dans l'urgence, mais aussi agir avec une perspective de type politique ou bien de type stratégie globale. Mais je voulais simplement revenir sur le point que vous mentionnez, Madame. Maintenant, en revenant sur ma casquette SOS, je crois que comme vous l'avez dit, ou comme je l'ai dit, mais on ne peut pas tout faire. Je crois que SOS Méditerranée a décidé de se positionner dans la recherche et le sauvetage, dans le fait de sauver des vies en mer. Et on doit le faire de manière très professionnelle. On est dans un cadre maritime qui a des lois comme quand vous avez dans un équipage d'un avion, vous ne montez pas et vous ne devenez pas ou pilote, etc. Vous devez suivre toute une formation. Donc là, on rentre dans un milieu maritime et ça veut dire que toutes les personnes qui offrent de leur temps doivent suivre une formation pour être compatibles avec le droit maritime pour pouvoir opérer en tant que membre d'équipage. Ensuite, on a établi des procédures de manière à pouvoir avoir une standardisation des prises en charge des patients qui ne soit pas personne dépendante, mais qui soit selon on va dire, au minimum des standards minimaux de prise en charge. Et donc, tout cet aspect formation a bien sûr un coût. Mais c'est, en tout cas, disons, l'excellence de notre travail, elle est extrêmement importante parce qu'on ne veut pas commencer à vouloir adresser la problématique de la migration. Ça n'est pas notre tâche. Notre tâche, c'est de sauver des vies en mer et on se concentre et on veut surtout le faire de manière très professionnelle. Madame Corbet, la coopération internationale, vu tous les terrains que vous avez pratiqués, est-ce que ça marche parfois un peu? Est-ce que c'est un ingrédient qui soulage? Alors, on va dire un peu, et on va dire ça dépend des terrains. Il y a des endroits où ça marche, notamment quand il y a des pays qui ont une longue histoire commune. Alors, certes, vous allez me parler de post-colonial ou autre, mais il n'empêche que je parle du cas de la France. En Afrique de l'Ouest, dans certains pays, ça a très bien marché. Parce qu'il y avait des acteurs qui étaient connus, qui ont réussi à mettre en place des projets de longue haleine, notamment sur des structures hospitalières, écoles, formations, etc. Donc ça a pu marcher. Après, cette aide, elle n'est pas non plus désintéressée. Il y a des endroits où elle a été seulement... On a vu construire un hôpital bis fondé par l'Union européenne ou la France à côté d'un hôpital local qui marchait très bien. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Qui est assez typique, que peuvent faire aussi certaines ONG, mais qui a été fait dans la coopération internationale. Et on voit de plus en plus comment cette coopération internationale peut être instrumentalisée sur place. Ce qui fait très peur et ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens ne veulent plus faire de coopération internationale ou alors veulent encore avoir un peu plus la main mise dessus, ce qui est contre l'idée première, qui est de faire un relais et de donner le pays d'accueil pour suivre le projet. Et cette instrumentalisation, oui, elle a vraiment lieu sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et c'est là où je vais me permettre, on est quand même dans un monde, sans être trop pessimiste, mais qui se durcit de plus en plus, où il y a de plus en plus de pays qui veulent faire valoir leur souveraineté nationale, ce que je peux trouver très bien et très légitime, donc se dire on est capable nous-mêmes, etc. Mais qui, dans ce jeu-là, instrumentalise aussi le monde extérieur, instrumentalise les ONG, et c'est là de savoir est-ce qu'elles l'acceptent ou pas. Je pense à de très nombreux pays, mais qui vont de la Russie à la Chine, à l'Inde, à plein de pays du Moyen-Orient, à tous les pays d'Afrique de l'Est dont j'ai parlé, bref, à tous les endroits où ça se durcit.
Et je pense aussi à la France, peut-être à la Suisse, où il y a cette montée de l'extrême droite à la Hongrie, etc., qui nous font des discours, on en a abordé plus tôt, ah mais vous faites passer des migrants, donc vous êtes des passeurs, mais il faudrait vous accuser d'être mis en danger, de mise en danger de la vie d'autrui, parce que comme vous donnez un moyen aux gens de traverser la Méditerranée, c'est vous qui allez les tuer s'ils coulent. C'est des discours qu'on entend aujourd'hui de plus en plus et qui sont pas mal diffusés dans la société. Et il suffit de voir la réaction qu'a eu le discours du pape à Marseille. Le pape a fait un très beau discours sur les migrants, et au-delà de la voix catholique qu'il peut porter. Le pape a fait un discours d'humanité. Et alors, il y a une levée de boucliers assez extraordinaire sur, déjà, c'est un mauvais pape. Alors, voilà, on a décrété, il n'est pas reconnu, bon, ça c'est pour son côté, mais surtout, il raconte n'importe quoi, ces migrants vont nous envahir, inciter, et ce que disait dans son discours le pape, il disait que les migrants n'étaient pas des numéros, des personnes. Et je vais conclure un peu là-dessus, parce que c'est intéressant, vous l'avez dit quand vous avez montré tout à l'heure, Philippot, le bateau avec le migrant devant, d'un seul coup, les gens ont dit, ah, c'est un vrai bateau, c'est un vrai migrant. Il suffit de montrer les bateaux. On a eu la même expérience avec la Réunion. Il suffit de faire parler à un migrant. Il suffit pour que les gens se rendent compte de la proximité qu'on a avec eux. Mais tant qu'il y a ces idées de masse, tant qu'il y a ces discours qui restent un peu abstraits, ça donne lieu aux portes ouvertes de la xénophobie, qui personnellement me font très peur, parce que notamment après ce discours du pape, on a eu en France, et j'ai fait une étude statistique, une des journaux, qui était plus négative, alors qu'il a dit des choses très belles, et qui était plus, il va nous amener des migrants, il joue contre son camp, c'est des gens, ça se voit bien, qui font des actes terroristes, et puis on va l'accuser de mettre des gens en danger. Je trouve ça terrible comme argument, parce que les gens vont écouter son discours, et donc vont amener leurs enfants, et leurs enfants vont mourir, et c'est de la faute du pape qui a dit qu'il fallait... Enfin, bon. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup en Europe. Je crois, j'ai eu des échos en Suisse, dans certains cantons du moins, et qui font un peu peur. Dis, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste intervenir sur le nexus développement-migration. Et je pense qu'il y a quand même aussi un peu un risque là derrière de penser qu'en faisant des politiques de développement dans un but de freiner, d'empêcher les mouvements migratoires, je pense que c'est moralement déjà douteux, en fait, parce que l'idée de base de la migration, en fait, je pense que c'est une chose qui existe, c'est comme la pluie ou la mondialisation, c'est une réalité sociale avec laquelle il faut composer. Et l'idée même de vouloir juste la voir, la prendre comme un problème, quelque chose qu'il faudrait éradiquer à la base, à la racine, ça me paraît moralement douteux et empiriquement faux aussi, parce que fondamentalement, les études sur la migration montrent très bien qu'il faut déjà un certain capital pour se déplacer, etc. Et que les régions les plus pauvres, justement, sont très peu migratoires parce qu'il faut déjà un capital financier, mais aussi social, éducatif, etc. pour se mettre et avoir déjà l'idée de se déplacer. Et donc, de se dire, faire des politiques de développement pour lutter contre les sources de la migration, ça me paraît être vraiment une fausse bonne idée, clairement, pour des raisons morales, mais aussi très empiriques, en fait. Il faut faire des politiques de développement pour du développement. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est un commentaire, juste. Mais j'ai juste une question, à part ça, sur, peut-être à Filippo Fori et un peu plus à peut-être Olivier Agon, sur les relations que les ONG, et particulièrement en mer, peuvent avoir avec Frontex, par exemple, dans la mer. Comment ça se joue est-ce que vous les voyez comme des ennemis très concrètement, pour moi, ça reste une boîte noire, un peu entre les humanitaires, si on peut les appeler comme ça, je sais qu'on n'aime pas toujours ce terme, mais disons, cette constellation d'acteurs qui font du search and rescue, et des douanes européennes qui, on ne sait pas exactement ce qu'ils font d'ailleurs, enfin, vous disiez que c'était beaucoup plus de la surveillance maintenant aérienne, mais quelle relation vous entretenez, enfin, ces acteurs humanitaires entretiennent avec Frontex, très pratiquement. Olivier Agon. Je n'aurais pas une réponse très
pertinente par rapport à Frontex, parce que je n'ai malheureusement pas pu aller jusque sur les côtes, à proximité des côtes libyennes, donc là je manque d'expérience pour répondre. Ce que j'ai pu voir, en tout cas dans les exercices et dans les simulations qu'on a fait, c'était que c'est vrai que les interactions qu'on a avec ce qu'on appelle le MRCC, hein, donc c'est le Maritime Rescue Coordination Center, qui sont l'équivalent du 144 maritime, si on doit le dire comme ça, hein, sont toujours des relations qui sont à but de justification. On a reçu un appel, c'est consigné dans le livre de bord, de manière à pouvoir être inattaquable, puisque de toute façon, ils vont chercher toujours la petite bête pour nous bloquer, pour faire qu'on soit mis en quarantaine, qui va avoir des coûts importants, qu'on va devoir répercuter, etc. etc., etc. Donc il y a toujours une forme de protection légale ou en tout cas administrative pour être certain que si on nous accuse de quelque chose, on puisse vraiment démontrer que non, ça n'est pas vrai, voilà, vous avez reçu le message, enfin, etc. Et alors par rapport à Frontex, encore une fois, malheureusement là je ne peux pas y répondre, mais sur le côté maritime, en termes on va dire du 144 maritime pour l'appeler comme ça, là c'est clair qu'on est vraiment très procédurier, on va dire ça comme ça. Philippe, vous vouliez, oui. Très rapidement, oui, très rapidement. Je pense que c'est important de revenir à ce que vous dites. L'opération de sauvetage, c'est une chose, la surveillance, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique, une dissociation dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette dissociation entre le contrôle, le renforcement du contrôle, qui se développe d'une certaine manière, et la persistance, disons, des acteurs de search and rescue en mer qui continuent à faire un certain travail, avec tous les problèmes et tous les entraves qu'ils retrouvent. Je dis ça parce que il y a des cas où, effectivement, le bateau, le capitaine, parce que c'est au capitaine du bateau que revient la responsabilité, doit attendre, tout en ayant le bateau en face, mais attendre d'intervenir. Je ne vais pas vous citer des cas, mais il y en a beaucoup, d'intervenir, l'attendre le moment où le bateau est objectivement en train de couler, parce que s'il n'est pas en train de couler, tu le sauves 30 secondes avant, c'est de l'aide à l'immigration clandestine. Je veux dire, la temporalité, ça devient vraiment une fraction, c'est vraiment instantané, et c'est ça qui est paradoxal. Donc ça, c'est pour l'intervention et l'engagement, disons, d'opérations de sauvetage. Après, être sur les lieux, intervenir, etc., c'est intéressant parce qu'il y a différentes manières d'intervenir pour disons, un de ces bateaux qui sont en mer, c'est d'être appelé par les MLCC qui leur dit « t'es en zone, vas-y ». Ça peut arriver à un bateau commercial aussi, genre le plus près est censé intervenir. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait un appel de quelqu'un. Donc il faut que quelqu'un voit ce bateau en difficulté et puisse dire intervient. Frontex pourrait faire ça, mais malheureusement, on se rend compte qu'ils sont moins attentifs à ça, ils sont plus attentifs à la dimension sécuritaire, d'où le naufrage de Coutron. Si vous revoyez la dynamique de l'accident, c'est ça. Le bateau va bien, c'est pas la peine d'appeler quelqu'un qui intervienne. L'alternative qui sollicite et qui pose problème, c'est le petit coin là-bas, c'est Alarm Phone. Alarm Phone, c'est un projet qui a été créé il y a une dizaine d'années, justement pour intervenir face à une omission de secours. Parce qu'on sait que énormément des cas de naufrage, dont le naufrage que je citais tout à l'heure, la dérive du Left Die Boat, étaient liés au fait que des SOS ont été envoyés. 11 octobre, pareil. 11 octobre 2013, pareil. La personne appelle les Italiens. Les Italiens ne répondent pas. Après, ils répondent, ils renvoient au Maltais, etc. Donc, le bateau coule. À cause de ce naufrage-là, on décide de créer Alarm Phone. Et Alarm Phone, c'est quoi? C'est une assurance, en gros. C'est-à-dire que la personne en détresse n'appelle pas le civil emergency, le MLCC, mais l'appelle ce qui est devenu un civil emergency. C'est-à-dire qu'ils n'appellent plus l'autorité, parce que l'autorité pourrait dire « jamais reçu un appel, moi j'en sais rien ».
on a un témoin, et ce témoin intervient pour avertir du coup le MLCC, qui ne peut pas à ce moment-là ignorer l'appel et du coup doit en gros traiter le dossier. Donc c'est une façon de forcer un peu l'intervention à partir d'un appel de détresse qui vient du bateau et des personnes. Donc c'est une alternative qui a été trouvée par la société civile justement pour forcer une intervention qui sinon risque de ne pas avoir lieu. Est-ce que donc Frontex là-dedans. J'ai une question pour Mme Crotin. Qu'est-ce qu'on fait pas bien? On revient vers toi dans une seconde, mais Olivier Agon voulait rebondir un petit coup. Non, je voulais juste revenir sur exactement cette notion entre l'appel d'urgence et l'appel de détresse. Quand on est en appel de détresse, on a le droit d'intervenir, et quand on est en appel d'urgence, on ne l'a pas. Maintenant, quand on est dans l'opération, on va dire à proprement parler de sauvetage, vous avez toute une problématique de contrôle de la foule, on va dire. Vous avez des embarcations qui sont des embarcations gonflables, des embarcations en fibre de verre ou en métal, des embarcations en bois, parfois à plusieurs étages. Vous pouvez parfois aller jusqu'à 150, 200 personnes, certaines qui sont dans les sous-sols. Et donc, en fait, le fait d'arriver avec, ils utilisent le terme de RIB, mais en fait, grosso modo, c'est des Zodiacs, ou des équivalents de Zodiac, d'arriver à amener finalement du calme, de pouvoir donner à chacun un gilet de sauvetage, parce qu'il suffit que vous ayez un ballon, un boudin, qui soit partiellement dégonflé. Si il y a un mouvement de foule qui se fait, c'est tout le bateau qui coule, et vous vous retrouvez avec 60 personnes qui souvent ne savent pas nager, auxquelles il faut intervenir. Donc c'est vrai que ce sont des opérations délicates, vraiment délicates, et qui nécessitent beaucoup d'entretien, d'exercice, excusez-moi. Et c'est pas toujours quand la mer est calme et quand il fait beau, c'est parfois quand la mer est très agitée. Une des simulations que moi j'ai fait, j'étais dans le bateau équivalent du bateau de sauvetage, il y avait juste 1 mètre de creux. Et encore une fois, j'ai l'habitude je vous promets que c'est pas facile de monter sur les Zodiacs. Et puis ça se passe aussi de nuit. Et puis de nuit, c'est encore une autre histoire. Donc c'est vraiment compliqué. Pierre Buller, puis Nago. Je voulais brièvement réagir, non pas à la question de M. Stunzi, mais au commentaire qu'il a donné. Alors c'est clair que pour moi, si je dis il faudrait aussi réfléchir aux causes de fuite, ce n'est pas juste le nexus développement et sauvetage. Il y a beaucoup plus. Moi, je pense que ça signifie repenser aussi tous nos rapports entre le Nord et le Sud. Je pense que ça signifie, par exemple, réfléchir aux implications qu'ont les mines, les multinationales, la manière dont on exploite les pays du Sud. Donc il y a toute une réflexion à faire qui n'est pas juste instrumentaliser le développement pour le sauvetage. Donc ce serait trop simple. Mais je pense que l'aide au développement, c'est un élément, mais il y a aussi une réflexion autocritique sur notre manière dont nous continuons d'exploiter les pays du Sud. Et en ce sens, la votation qu'on a évoquée ce matin sur les multinationales, elle fait partie de cette réflexion sur les causes de fuite. Presque un lien avec ce qui s'est dit l'année passée sur la désoccidentalisation de l'aide humanitaire. Nago. Oui, j'ai une question pour le Conseil national. Qu'est-ce qu'on fait de faux? Parce qu'il y a l'UDC est totalement contradictoire. Ils veulent gagner, et puis eux, ils sont pour que les gens restent là-bas, mais en même temps, ils coupent dans justement les budgets humanitaires de projection. Et deuxièmement, c'est une contradiction totale, et deuxièmement, les gens ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas, ça je le très bien. Il y a des grosses votations contre les étrangers. Il y avait un village à Porto-Novo qui avait le moins d'étrangers au monde, je pense, dans son village, qui avait voté le plus haut contre les étrangers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan politique, d'abord, pour démontrer ces contradictions de l'UDC, de la droite, parce que le PLM suit très bien ça aussi, pour que, d'abord, on atténue cette... C'était quand même fou ce qu'on a vu dans la dernière campagne, je veux dire, les caisses maladies, c'est la faute des migrants, je veux dire, c'est quand même fantastique. Donc, de dire des absurdités pareilles, sans que... Bon, on essaie de réagir, mais je sais pas, vous êtes la politicienne parmi nous. Si on savait ce
qu'il faut faire. Je pense qu'on aurait eu d'autres résultats à ces votations. C'est un discours qui n'est pas qu'en Suisse, hein, qui est en tout cas dans toute l'Europe, voire un peu plus loin, avec une montée comme ça de la droite partout qui cherche les fautifs et qui fait finalement que c'est chaque fois les étrangers qui sont les fautifs où qu'ils soient. En Suisse, c'est encore plus pervers parce qu'il y a un amalgame qui est d'ailleurs tout à fait repris par les journalistes qui souvent se laissent piéger parce qu'on a finalement assez peu de migrants en Suisse, mais on a énormément d'étrangers. On a 2 500 000 personnes étrangères en Suisse, dont 70% sont des Européens, donc c'est des gens qui travaillent et qui participent justement aux assurances sociales, aux impôts, qui font tourner le pays. Ils se naturalisent un petit peu moins que dans d'autres pays, donc très souvent le discours dérape très vite entre migrants et étrangers. Et dans l'imaginaire de la population, quand on leur dit qu'un quart de la population est étrangère, ça les effraie. En tout cas, en Suisse, c'est un discours. Je crois que ce n'est pas le même partout, parce qu'en France, il y a moins, il n'y a pas un quart de la population qui est étrangère. Et ceux qui sont étrangers sont peut-être des gens qui viennent de la migration. Mais malheureusement, cette distinction est rarement faite. Et puis, c'était intéressant, le chiffre, je ne le connaissais pas, que seulement 3,3% de la population est issue de la migration. Alors que justement 25% de la population suisse est étrangère. Ce n'est pas des gens qui sont venus, qui ont migré. Puisque j'ai le micro, je vais juste répondre aussi 2 secondes à monsieur. Quand vous dites que c'est moralement douteux de faire de la coopération internationale dans un but peut-être assez égoïste, effectivement, mais c'est dans notre constitution suisse. Hein, l'article dit que la coopération internationale a pour but de sauvegarder les intérêts de la Suisse. Alors, c'est franchement très très bien développé dans le raisonnement du ministre qui est en charge du dossier. Mais c'est aussi moralement douteux pour un pays aussi riche que la Suisse de ne pas réagir, s'il le peut, à l'augmentation de la pauvreté dans des tas de pays, aux modifications, au changement climatique qui vont créer des millions de migrants ces prochaines années. Donc, dans la mesure du possible, bien sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire que d'autres, mais je pense que cette coopération internationale, elle a quand même un rôle qui n'est pas si douteux que ça et qui est quand même plutôt bienvenu pour des tas d'endroits. Il y a des tas d'exemples où le développement économique de petites structures a pu se faire grâce à la coopération internationale, surtout avec beaucoup de soutien aux femmes qui essayent de développer des petites entreprises en Afrique, en Asie, avec pas mal de succès qui leur permettent d'avoir des moyens financiers, de rester sur place et de ne pas chercher à tout prix la migration. Excusez-moi, juste dissiper un malentendu, parce que je dis que c'est moralement douteux de faire de la coopération ou du développement dans un but d'éradiquer la migration. C'est là que je trouve que c'est moralement douteux. Ça veut dire qu'on présuppose d'emblée que la migration est un problème, une menace qui va ensuite menacer notre pays en tant que pays d'accueil. C'est là que je dis que c'est douteux et empiriquement faux. Mais la coopération internationale n'est pas du tout loin de moi. Je regardais Nagua Humbert en me disant qu'on arrive à l'heure de conclure. Est-ce que chacun aimerait dire un mot? Est-ce que quelqu'un aurait une question impérative qui lui brûle les lèvres et qui Oui, volontiers. Oui, j'aurais 2 points soulevés. Le premier, c'est que dans les années 80, quand Mme